Alors bonsoir, je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir. Puis comme à l'habitude ici, je pense qu'on se présente soi-même. Hein. Je vais me présenter. Je suis Jean-François Vézina, je suis l'auteur des hasards nécessaires. Il ne sera pas question des hasards nécessaires ce soir, ce ne sera pas nécessaire, tout le monde ne sera pas question. Par contre, j'ai l'intention de faire un tirage au hasard. Je vais faire tirer un de mes livres à la pause. Alors, voilà pour les hasards. Non, ce soir, je m'intéresse plutôt à l'intelligence émotionnelle. C'est un autre sujet de recherche que j'ai développé, donc l'intelligence émotionnelle. Beaucoup en lien avec les travaux de Daniel Goleman, probablement que vous connaissez. Alors, je me suis intéressé à son livre. Je me suis intéressé aussi au test. Il existe une première version du test d'intelligence émotionnelle que j'ai participé à la traduction de la version française. Mais on est vraiment dans les balbutiements de l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est vraiment un parcours d'exploration qu'on va faire ce soir sur l'intelligence émotionnelle. Pourquoi je m'intéresse à l'intelligence émotionnelle? C'est vraiment en lien avec nos capacités d'adaptation. Je m'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'on s'adapte à la réalité changeante aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à trouver sa place, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à choisir. C'est très très lié à la notion de choix. Parce qu'on n'apprend pas à l'école à choisir notre conjoint ou à choisir notre travail. C'est vraiment des choix qu'on doit apprendre à faire par soi-même. Donc, c'est de voir que l'intelligence traditionnelle doit être revisitée, que l'intelligence, ce n'est pas seulement qu'un QI, que l'intelligence, ce n'est pas seulement lié à nos résultats scolaires et une chance. Pourtant, il fut un temps où les résultats scolaires, l'intelligence, on associait beaucoup l'intelligence, le QI, le quotient intellectuel, à la réussite scolaire, aux résultats scolaires. Il y était un temps où on disait les gens qui ont des bonnes notes, c'est des gens qui sont intelligents. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas garanti que si on a des bonnes notes, on va nécessairement avoir un travail, se choisir un travail. Donc, c'est beaucoup plus large que ça, la notion d'intelligence. Et par le fait même, l'intelligence émotionnelle. Pourquoi je m'intéresse à l'intelligence émotionnelle? C'est probablement parce que moi, je ne me trouvais pas vraiment intelligent au niveau de mon QI. En fait, à l'école, moi, je ne réussissais pas très bien. On va faire des confidences ce soir. Alors, je ne réussissais pas très bien. En fait, moi, j'ai été refusé. Ma première demande que j'ai faite à l'école de psychologie, je suis à Québec, j'ai été refusé. Et pourtant, j'avais acquis, j'avais peut-être fait 7 ans d'écoute téléphonique à Télène. Je ne sais pas si vous avez ça ici à Montréal, Télène. C'est un peu comme ça que je me suis formé pour devenir en fait psychologue. En fait, je voulais travailler dans la relation d'aide. Donc, je passais plus de temps à écouter les gens qu'à avoir des résultats scolaires. Donc, j'étais un peu plus curieux que ce qui était demandé. Ce qui fait que ça a eu comme résultat que je n'ai pas été accepté. Donc, mes résultats de cégep n'étaient pas assez forts, alors refusé. En fait, pour rentrer en psychologie, et c'est vraiment à partir de là que je me suis questionné, qu'est-ce qui fait, comment nos systèmes d'éducation sont liés notamment à un type d'intelligence et pas à l'intelligence dans un sens large. Parce que vous savez, aujourd'hui, je vais rentrer même en psychologie, vous pouvez être un schizophrène en état de décompensation. Si vous avez des bonnes notes, vous allez rentrer en psycho. C'est les notes. C'est les notes qui fait qu'on est accepté ou non en psycho. Je trouve ça très frustrant, surtout que moi, j'avais quand même fait un petit peu d'expérience. Donc, première demande, je suis refusé. Mais je voulais avoir un papier, parce que je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là. Je voulais avoir un papier. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour m'adapter à la situation? Alors, ils veulent des notes. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé au département à l'Université Laval. Nous avons, en fait, des facultés, différentes facultés, qui nous permettent, j'ai trouvé ça, de nous mettre nous-mêmes nos notes dans le bulletin. C'est un cours qui s'appelait psychomusicologie. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on écoutait de la musique, et puis on notait nos impressions, puis à la fin de l'année, on tenait un journal, tout le long, on tenait un journal personnel, puis à la fin, notre journal personnel, on l'évaluait soi-même. C'était nous-mêmes qui nous mettions la note dans le bulletin. Alors, je trouvais ça très, très amusant. Je suis même chercher 4 cours comme ça. Alors, j'ai eu évidemment des A. Et puis après, je me présente à l'école de psychologie parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils veulent des notes, mais dans un premier temps, ils voulaient des notes, résultats scolaires de 2 ans de cégep. Mais si on faisait 4 cours à l'université puis on avait des bonnes notes, ils prenaient le plus haut montant des deux, en fait, la plus haute valeur des deux. Alors, moi, je me présente avec mes 4 A. Et vous êtes intelligent, monsieur. On vous accepte en psychologie. En fait, c'est pour parler un peu de l'absurdité de cette surutilisation d'un type d'intelligence. Et donc, premier questionnement par rapport à l'intelligence émotionnelle. Ce qui fait que, finalement, j'ai réussi à passer, puis je me suis fait embêter avec les rats et les statistiques, puis finalement, je suis passé à travers, j'ai eu mon diplôme. Mais après, quand vient le temps de se trouver un emploi,
Vous savez, il y en a beaucoup de gens en psycho, hein. C'est pas évident de travailler après. Donc. Puis même si on a des bonnes notes, c'est pas ça non plus qui garantit. Donc, comment j'ai réussi à me faire ma place, comment j'ai réussi à me trouver ma place dans mon domaine comme psychologue. Moi, je voulais toujours être psychologue en pratique privée, ça a toujours été mon désir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour payer mes études, moi, je nettoyais des planchers, je mopais des planchers. Puis à un certain moment, je rentre dans un bureau du psychologue de l'hôpital où je nettoyais les planchers. Et à ce moment-là, je fouille dans ses livres. Le psy rentre, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Je suis en train de fouiller dans vos livres. En fait, je m'intéresse à la psychologie, je termine mes études et je me cherche une place pour travailler en psychologie. Il dit « Ah, ça tombe bien, j'ouvre un cabinet privé. Je termine mon travail comme psychologue à l'hôpital, puis j'ouvre un cabinet privé, puis je me cherche des psychologues. » Alors ça aussi, ça a attiré mon attention. Je me suis dit, ah, c'est intéressant, parce que j'ai beau travailler très, très fort, s'il n'y a pas cette coïncidence-là, cette rencontre-là, à ce moment-là, je ne trouve pas ma place. Ou en fait, j'ai une occasion de trouver ma place. Et c'est là qu'on voit que tranquillement, j'intègre aussi d'autres aspects par rapport à la synchronicité. Je m'intéresse de plus en plus aux synchronicités en lien, les synchronicités qui nous aident à trouver notre place. Mais il a fallu quand même intuitivement que je suive ce chemin-là, parce que c'était pas très très sécure au début. Bon, c'est le privé, c'est tout ça. Mais bon, je trouvais ça très très amusant comme coïncidence que dans le cas en nettoyant les planchers d'un psychologue, que je puisse trouver mon chemin. Alors, je nettoyais un peu mon chemin et puis, bon, je trouvais ça intéressant. Donc, en fait, un peu toutes ces anecdotes pour parler de comment on trouve notre place qui ne peut-être pas nécessairement à voir avec l'intelligence typique, l'intelligence traditionnelle. D'autres facultés sont en ligne de compte pour parler de l'adaptation et de trouver sa place. Donc, principaux éléments. D'autres éléments aussi, c'est de voir, et ça, vous avez probablement, bon, dans les nouvelles, ça fulmine de gens qu'on dit très intelligents, mais qui prennent un fusil puis qui vont tirer leur conjoint ou leur conjointe. On voit ça régulièrement, des gens qu'on dit soi-disant intelligents, mais qui vont avoir des débordements émotionnels. Et ça attire mon attention. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a tant de débordements émotionnels? Et on est dans une culture de plus en plus rationnelle, il faut bien le nommer. De plus en plus, on se technologise, de plus en plus, on investit le rationnel, et de moins en moins, on se donne des outils pour la dimension émotionnelle. Parce que ce qu'on va voir, qui est au cœur de l'intelligence émotionnelle, c'est comment on éduque l'émotion. Qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion? Comment on la contient? Quel contenant on a pour notre monde émotionnel? Et c'est ça qui fait défaut, c'est un des aspects qui fait défaut dans notre vie émotionnelle actuellement, c'est qu'il n'y a pas de contenant qui arrive à contenir justement cette sphère émotionnelle. Il y a un temps, on a beau critiquer la religion, mais la religion fournissait des cadres, fournissait un encadrement pour la vie émotionnelle, la vie des pulsions. La famille aussi, c'était un environnement qui fournissait des cadres, qui fournissait une espèce de contenant pour la dimension émotionnelle. Mais là, comme ça saute, la dimension émotionnelle prend de plus en plus de place. Pour faire place à quoi? Pour faire place à une surutilisation de la raison, justement. Hein? C'est Jacques Dufresne qui dit qu'on a remplacé la religion catholique par une religion cathodique. Et qu'est-ce qu'on a sur nos écrans? On a des icônes. Hein? Donc, il y a quelque chose de très religieux. Mais est-ce que ça fait la job au niveau émotionnel? Probablement pas, parce qu'on a un rapport au temps, et ça, je vais y revenir plus loin avec la vie émotionnelle. Avec cette technologisation de plus en plus grande, on a un rapport au temps très, très biaisé. On veut tout de suite. Alors que la vie émotionnelle, parfois, nous demande d'attendre, de patienter pour avoir ce que l'on veut. Alors voilà un peu dans quelle perspective je m'inscris par rapport à cette démarche donc, de l'intelligence émotionnelle. Donc la difficulté de contenant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que notre cerveau émotionnel, au niveau de la structure de notre cerveau, le cerveau émotionnel, là, ça date de pas mal d'années, hein, 100 millions d'années. Cerveau reptilien, première couche du cerveau, le cerveau reptilien. C'est la dimension, c'est la structure du cerveau qui est responsable de l'agression, la hiérarchie, toute la territorialité. Les pulsions de base, là, ça fait une couple de millions d'années qu'on porte ça à l'intérieur de nous. On a une histoire qui est derrière nous, qui date de plusieurs millions d'années. Donc, cerveau reptilien, système limbique aussi qui s'est rajouté, donc deuxième couche du cerveau, à peu près 10 millions d'années. Et le néocortex. Le néocortex, la structure du cerveau, le néocortex qui permet justement, qui est le siège de la raison, le siège du langage, de la pensée, ça fait quelques millions d'années seulement. Donc, c'est le moins... c'est-à-dire c'est le plus récent, ce cerveau-là. On a un cerveau émotionnel qui pousse derrière nous, qui est beaucoup plus important que celui rationnel. Donc on a une vie émotive, on a une vie émotionnelle qui est très, 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 très présente, mais pour laquelle on doit justement se donner des outils pour faire face à cette dimension-là. L'intelligence émotionnelle, ça va justement ça va tenir compte de cette dimension émotionnelle, mais
comment dire, de faire en sorte que ces émotions deviennent intelligentes et non pas qu'ils nous possèdent. C'est vraiment cette espèce d'équilibre. Puis peut-être on peut aborder une première image en lien avec l'intelligence émotionnelle. La couche émotionnelle de notre cerveau, c'est un peu, au Moyen-Âge, on représentait ça dans une allégorie, c'est un peu comme les chevaux. Hein, les chevaux qui peuvent s'en aller dans plein de directions. Donc la nature émotionnelle, instinctuelle, c'est nos chevaux. La nature rationnelle, c'est les guides qui permettent aux chevaux de s'orienter justement. Donc la rationalité, le néocortex, toute notre dimension plus rationnelle, c'est les guides. Et on peut situer le corps physique avec la calèche, si on veut donner plus d'éléments à cette métaphore, et le cocher comme tel étant l'âme, ou peu importe comment on peut l'appeler. Mais ça se situe à deux niveaux. Donc, il y a l'intelligence émotionnelle, ça se situe à deux niveaux, c'est-à-dire nos émotions, nos chevaux, et qu'est-ce qu'on fait avec nos chevaux? Si je tire trop sur mes chevaux, j'avance pas, je reste bloqué. Et à un certain moment, si je reste trop bloqué, mes chevaux ont soif, mes chevaux ont faim, pouf, ils vont partir. Si je donne trop de lousse à mes guides, mes chevaux s'en vont dans toutes les directions, et là, je n'ai pas ce que je veux, je ne vais pas dans la direction que je veux, je n'accomplis pas le chemin qui est mon chemin propre. Alors l'intelligence émotionnelle, premier élément, c'est ce juste équilibre avec les guides, entre pas trop donner de lousse et pas trop serrer. Donc cette espèce de jeu-là. C'est très très lié au choix aussi, l'intelligence émotionnelle, parce que ce que l'on a découvert, et ça c'est Goleman qui a apporté ça, probablement des gens ici ont lu le livre de Daniel Goleman, c'est un peu lui qui a popularisé le thème, quoique il a quand même popularisé, mais il faut voir qu'il y a quand même d'autres auteurs avant lui, Peter Salovey, qui a quand même avant développé des choses. Goleman a fait un peu un ramassis un peu de ces aspects-là par rapport à l'intelligence émotionnelle, mais lui, il a mis l'accent notamment sur des recherches d'un neurologue, Damasio, dans son livre L'erreur, ça c'est répertorié dans le livre L'erreur de Descartes. Et donc Damasio, c'est un neurologue qui avait un patient, un avocat qui était très très rationnel, mais qui avait subi une lésion préfrontale. Pour faire simple, cette lésion-là empêchait la communication entre le cerveau émotionnel et le néocortex. Pas de lien possible. Quelqu'un de très brillant, quelqu'un de très très rationnel, quelqu'un qui fonctionnait vraiment de façon très très méthodique avec un agenda très serré. Damasio a porté attention à ce client-là lorsqu'il lui a demandé de faire un choix. Il lui a demandé, le prochain rendez-vous, préférez-vous mardi ou jeudi? L'avocat le regarde et dit, ah oui, mardi ça pourrait être bien, mais jeudi aussi ça pourrait être bien, puis vendredi aussi ça pourrait être bien, mercredi aussi. Donc il pouvait faire l'étalage de tous les pour et les contre du prochain rendez-vous, mais incapable de décider, donc de choisir. Ça l'a mis la puce à l'oreille à Damasio, c'est-à-dire que le choix, quand on fait des choix, c'est principalement lié à cette dimension émotionnelle. Ce mouvement de faire un choix prend racine dans l'émotion, ne prend pas racine dans la raison, prend racine dans l'émotion. Donc choisir implique l'émotion. Ça, c'est un des éléments importants à considérer. Parce qu'on a toujours pensé que faire des choix, c'est uniquement rationnel. Non, choisir, ça implique un contact avec la dimension émotionnelle. Et principalement quand vient le temps de choisir son conjoint, quand vient le temps de choisir son travail, des choix fondamentaux, ça implique d'entrer en contact avec cette dimension-là émotionnelle, cette dimension-là plus intérieure. Dans le livre Les hasards nécessaires, je parle de comment, de plus en plus, dans le choix relationnel, les Tamagotchi, hein, que je parle dans le livre, c'est des petites poupées que l'enfant, les Tamagotchi, c'est des petites poupées où l'enfant peut s'occuper de ses petits besoins, pas affectifs, mais les petits besoins, son Tamagotchi, l'enfant qui a sa petite poupée quand elle a faim, il programme sa petite poupée pour qu'elle mange. La nouvelle génération de Tamagotchi, c'est celle qui m'inquiète. C'est celle où il peut programmer ses besoins relationnels, où là, le petit Tamagotchi, l'enfant qui va avoir une petite amie qui a les cheveux blonds, va programmer ça dans son Tamagotchi. Puis là, un autre Tamagotchi, si une petite fille a programmé son Tamagotchi pour qu'il soit compatible. Bref, on se dirige vers une surutilisation de la technologie pour choisir, pour faire nos choix. Et d'ailleurs, on le voit, puis ça, on ne pensait pas que ça pouvait être possible, mais que l'information, trop d'informations, ça devient de la pollution. On a énormément d'informations aujourd'hui sur Internet,
Mais est-ce que ça fait de nous des gens plus capables de choisir? Est-ce que c'est la quantité d'informations qui fait qu'on peut choisir? Non, c'est à un autre niveau que ça se passe. Comment je prends cette information-là et je l'intègre à ma vie? Quel lien je fais avec cette information-là? Comment je prends cette information-là et je l'applique dans ma propre vie? Alors voilà des éléments de l'intelligence émotionnelle progressivement qu'on va parcourir. Il y a un autre élément aussi qui est important à considérer aussi, l'importance. Pourquoi s'intéresser à l'intelligence émotionnelle? C'est que de plus en plus, on trouve des difficultés, en fait une difficulté qu'on appelle l'alexithymie. Qu'est-ce que l'alexithymie? A privatif, lexus ou lexis pour mot, thymus pour émotion. Donc c'est l'incapacité de mettre des mots sur les émotions. On tend, dans notre éducation, à justement atrophier cette capacité de mettre des mots sur les émotions. Vocabulaire émotionnel, ça devrait être une matière de base à l'école, mais ce n'est pas encore assez populaire. Donc, ce qui fait qu'on a une certaine difficulté à coller des mots à l'émotion, donc d'où l'alexithymie. Dans certains cas, c'est une maladie très très grave. La personne est incapable d'entrer en relation avec son monde émotionnel et puis incapable de mettre des mots justement sur son émotion. Moi, je soupçonne que si on n'intervient pas au niveau de l'éducation émotionnelle, on va avoir de plus en plus de troubles d'alexithymie. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne met pas des mots sur nos émotions? Il y a bien sûr les mots MAUX qui vont venir nous ramener qu'on a une vie émotionnelle, mais il y a aussi la violence aussi, qui est une façon de parler, mais pas nécessairement adaptée à la situation. Et ça, je cite Vigneault là-dessus, au sujet de ce qu'il avait dit au niveau de l'épine, lorsqu'il avait fait sa tuerie, il avait dit que peu de vocabulaire cet homme avait. Je trouve que c'est une belle façon d'aborder ça. C'est effectivement, ce gars-là n'avait pas de vocabulaire. En fait, il n'est pas capable d'exprimer quelque chose. Il l'exprime d'une façon inadmissible, impossible à tolérer pour une société. Mais il dit quelque chose. Mais il dit quelque chose pas avec les bons mots, avec un fusil. Donc voilà pour cette difficulté-là au niveau de coller des mots aux émotions. J'aimerais qu'on revienne à l'intelligence, parce qu'avant d'aborder, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais parcourir les différentes caractéristiques de l'intelligence émotionnelle, mais avant d'aborder directement l'intelligence émotionnelle, j'ai envie de me promener un petit peu dans la salle et de voir un peu c'est quoi la perception de l'intelligence, avant de parler de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi ça, l'intelligence pour vous? La compréhension. Il y a des éléments de compréhension, il y a l'intelligence. De résoudre un problème. Résoudre un problème de tout ordre. La capacité de relier plusieurs choses entre elles et d'en tirer quelque chose. Donc de faire des liens. Faire des liens puis d'en tirer quelque chose. Une autre facette de l'intelligence. Donc intégrer la connaissance qui est un peu dans la même ligne. Donc, pardon? Le discernement. Donc discerner le vrai du faux. Et ça, on va voir que c'est important au niveau de l'émotion, parce que parfois l'émotion nous éloigne d'une certaine réalité. On voit ce qu'on veut voir. Mais donc, juste si on revient en termes de l'intelligence dans un sens large, le discernement, c'est un aspect lié à l'intelligence, effectivement. D'autres éléments associés à l'intelligence? Certaines capacités d'évaluation. Évaluation. Certaines, être capable d'évaluer. C'est peser le pour, le contre, être capable de savoir. Ça pourrait être relié à ça. Donc, capable d'évaluer. À ce moment-là, ça rejoint un peu justement le discernement. Pouvoir être capable d'évaluer une situation le plus réellement possible. Le plus réellement possible. Juste, il y avait... Oui? Je pense que ça dépend de la société dans laquelle on vit. Voilà. La société matérialiste, elle va voir la quantité. Donc, plus on a de savoir, plus on est intelligent. Plus on a une grosse voiture et de l'argent, on est intelligent, on a le succès. Okay. Dans notre société, notre sensibilité, c'est la capacité de voir, de discerner et de voir l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Est-ce que vous soulignez dans le fond que quelqu'un d'intelligent peut être intelligent dans une culture donnée, mais ne pas l'être dans une autre culture? Mais c'est des définitions. C'est relatif. Voilà. Dans un contexte où la spiritualité domine, les plus beaux, les plus belles femmes, les plus beaux hommes sont des gens sensibles et qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Mais dans notre société nord-américaine et capitaliste et matérialiste, c'est celui qui a le plus. Donc, plus de diplômes, plus de voitures, plus de femmes, plus d'hommes, etc. OK. Donc, c'est de voir que ça peut être la dimension l'intelligence est une facette culturelle. Il y a beaucoup de ça. OK. D'autres éléments? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait parler. Faire des synthèses, ramasser, abstraire aussi, oui.
Moi, je dirais aussi qu'il y a une intelligence corporelle. Là, on entre dans les intelligences multiples. Je vais y revenir tout à l'heure, effectivement. Ça, c'est les travaux de Gardner qui nous ont ouvert des différents types d'intelligence, dont ce type d'intelligence-là. Oui. L'adaptation à son milieu. L'adaptation à son milieu. Oui. La notion de perception. En fait, oui. La liberté, le libre arbitre, oui. La conscience. Le sens à ce qu'on met, quelque chose. Que les choses disent quelque chose pour nous, à trouver le sens de ce qui nous arrive, dans le fond. La créativité. La créativité. Ouais. Donc, vous faites sonner la question du quand. Quand est-ce que je vais agir? Quand est-ce que je n'agirai pas? Et ça, on va voir, c'est intéressant, c'est important parce que là, on va voir que la dimension émotionnelle entre en ligne de compte là-dedans. Parce que si on laisse les émotions juste aller, on veut tout de suite. Parfois, il faut retenir un peu notre tension pour avoir ce qu'on... En fait, pourquoi je parcours... Oui? Une intelligence intuitive aussi qui fait qu'on sent les autres. Donc, à ce moment-là, ce qui touche à la dimension relationnelle, l'intelligence relationnelle, interpersonnelle. Pourquoi je fais cet exercice-là? C'est pour vous montrer que l'intelligence, c'est multiple. C'est-à-dire que c'est probablement quelque chose de très, très difficile à définir, l'intelligence, mais c'est multiple. Il y a plusieurs aspects à l'intelligence. Alors que dans les années 50-60, on avait dit le QI, c'est l'intelligence. Alors que ce n'est pas le cas. Le QI, le quotient intellectuel, c'est le résultat d'un test d'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence. Et ce type d'intelligence-là ne représenterait, dans une réussite, une vie personnelle, pas plus que 20 %. 80 % est associé à d'autres facultés, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, justement. Donc, l'intelligence, elle est multiple. L'intelligence, on s'entend relativement pour dire que c'est lié à l'adaptation. Généralement, de façon simple de la définir, l'intelligence, c'est quelqu'un qui s'adapte à sa culture, qui s'adapte à son monde émotionnel, qui s'adapte au monde émotionnel des autres. L'adaptation est au cœur de la notion d'intelligence. Par contre, et tantôt on a utilisé le mot « quand », ce qui fait que je suis intelligent dans une situation donnée, ça ne veut pas dire que ça va l'être dans une autre situation. Alors là, inclut la notion de souplesse aussi. Donc, souplesse, adaptation, c'est au cœur de l'intelligence. Les règles qui font que je m'adapte aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Et ça, c'est aussi propre pour des cultures. On a fait ressortir tout à l'heure l'élément de la culture. Ce qui fait qu'un avocat à New York qui réussit bien aujourd'hui, dans un contexte donné, c'est-à-dire à New York, fait qu'il s'adapte à son milieu. Prenez-le, puis déposez-le dans la jungle tropicale, avec rien. Est-ce qu'il va être aussi intelligent? C'est à voir. S'il s'adapte, on va pouvoir dire qu'il est intelligent. Mais s'il essaie de négocier en bourse avec les Zoulous de la place, il va probablement avoir de la difficulté. Donc, s'il applique les mêmes règles qui fonctionnaient à New York, il n'est pas intelligent. Donc, l'adaptation est très liée justement à la souplesse et à là, le milieu dans lequel je suis. Est-ce que je suis conséquent avec ce qui est là présentement? Donc, l'adaptation, c'est au cœur de l'intelligence. C'est variable selon la culture et c'est variable selon l'époque aussi. Ce qui fait qu'on était intelligent en 1900, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit très très bien avec l'informatique. Les gens qui ont plus de difficultés à maîtriser l'informatique aujourd'hui ont un peu plus de difficultés à s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'adapte pas. Mais donc, aujourd'hui, si on maîtrise l'informatique, ça fait de nous qu'on a plus de chances de s'adapter. Alors qu'en 1900, si on était des bols d'informatique, ça ne nous aura pas donné grand-chose. Donc, variable selon la culture et selon l'époque. Pour l'intelligence, donc, liée à l'adaptation. Howard Gardner, c'est un psychologue américain, je crois, qui a déterminé 7 types d'intelligence. On peut bien les négocier, mais c'est un peu lui qui a parti le bal. Pour faire un peu une historique de l'intelligence émotionnelle, avant Goleman, il y a Howard Gardner qui s'est intéressé à différents types d'intelligence. Il en a nommé 7. Dans ces 7 types d'intelligence, ça, vous trouvez ça dans son livre « Les intelligences multiples », pour les gens qui seraient intéressés. L'intelligence linguistique, c'est-à-dire la capacité d'utiliser les mots. Le vocabulaire émotionnel, c'est-à-dire la capacité de mettre des mots sur ses émotions, on est là-dedans aussi. Donc, l'intelligence linguistique, capacité de faire des poèmes, capacité de faire des métaphores, de jouer avec le langage, c'est un type d'intelligence, l'intelligence linguistique. L'intelligence musicale, qui est le deuxième type d'intelligence.
Prenez quelqu'un, donnez-lui un clavier ou donnez-lui un instrument de musique. S'il peut faire quelque chose de sensé sans avoir eu de cours, on peut supposer qu'il y a déjà une tendance à ce type d'intelligence-là. Et si le milieu en plus valorise ça, ben on peut faire un Mozart avec quelqu'un comme ça. L'intelligence logico-mathématique, qui est le troisième type d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique est très associée au QI. Capacité de raisonnement qu'on parlait tout à l'heure, capacité de synthèse, toutes ces capacités-là sont associées à l'intelligence logico-mathématique. L'intelligence spatiale, on la retrouve notamment chez cette intelligence-là chez les architectes, par exemple. C'est-à-dire des gens qui sont capables de se représenter l'espace à l'intérieur d'eux. C'est des gens qui ont une bonne aptitude, une bonne intelligence spatiale. Donc, ils peuvent se représenter l'espace, ils peuvent s'orienter aussi dans l'espace. Un type d'intelligence qui est parent à ça, c'est l'intelligence kinesthésique. On parlait tantôt du rapport au corps. Les danseurs, par exemple, c'est des gens qui ont une intelligence kinesthésique. Les joueurs de hockey, on dit qu'ils gagnent cher, puis bon, on peut effectivement contester que ça... 3 millions pour pousser un petit bout de plastique, c'est cher payé. Mais les joueurs de hockey ont ce type d'intelligence, c'est-à-dire particulièrement les grandes vedettes comme Wayne Gretzky ou des gens qui savent se placer sur la patinoire, qui anticipent dans l'espace comment se placer. Alors, l'intelligence kinesthésique, c'est aussi un autre type. L'intelligence personnelle, qui est le 6e type d'intelligence de Garner, et l'intelligence interpersonnelle. Les 6e et les 7e, je prends ces deux morceaux-là parce que c'est ça qui a créé l'intelligence émotionnelle. L'intelligence personnelle et l'intelligence interpersonnelle. Par intelligence personnelle, on entend la capacité notamment d'être conscient de son monde émotionnel, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, la capacité de s'affirmer, la capacité de maîtriser ses émotions. Tout ça fait partie de l'intelligence personnelle et c'est ça que je vais parcourir avec vous parce que c'est la première dimension de l'intelligence émotionnelle, c'est tout ce qui touche au rapport personnel. L'intelligence interpersonnelle aussi, capacité d'empathie. L'empathie, c'est au cœur de l'intelligence émotionnelle, mais aussi dans ce que déjà Garner avait développé, interpersonnel, c'est-à-dire capacité de relation avec les autres. C'est un type d'intelligence. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont moins. On peut le développer, il y en a que c'est plus difficile de développer, mais ça fait partie d'un type d'intelligence qui touche toute la dimension relationnelle. Alors voilà, pour situer donc l'intelligence émotionnelle, c'est ces deux morceaux-là qu'on va prendre puis qu'on va parcourir ce soir. Peut-être une définition pour ceux qui aimeraient. La première définition qui a été donnée de l'intelligence émotionnelle par Peter Salovey dans les années 90 avec son collaborateur Meyer. La première définition qui a été donnée, c'est la capacité de comprendre les émotions en soi et chez les autres et d'utiliser ces émotions comme des guides informationnels pour la pensée et l'action. Donc, capacité de comprendre les émotions, donc ces émotions, en soi et les émotions des autres, et d'utiliser ces émotions comme des guides informationnels pour la pensée et l'action. C'est les chevaux de tout à l'heure. C'est la capacité d'aller où on veut avec, justement, de prendre nos émotions pour aller dans le sens où on veut aller. Ce qu'on va parcourir au niveau des types, c'est-à-dire au niveau des facettes de l'intelligence, la première, quand je parle de cette dimension intrapersonnelle, la dimension personnelle de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi. Pour Goleman, la conscience de soi, c'est la clé de voûte de l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est fondamental pour aborder justement cette capacité-là, parce qu'une émotion, il y a une expression, une émotion, c'est comme un enfant, si on ne s'en occupe pas, elle nous tient toujours occupés. C'est quoi mon degré de conscience de mon émotion en ce moment? Plus je suis conscient que j'ai des émotions, plus je peux discerner la réalité. Moins je suis conscient de mon monde émotionnel, plus je le vois chez les autres. Puis là, je cherche à changer les autres et j'ai l'impression que c'est à l'extérieur de moi, que ce n'est pas à l'intérieur de moi. Dans la mesure où je suis conscient que les émotions m'appartiennent, et s'il y a une chose qui nous appartient à nous propres, c'est nos émotions. Il n'y a personne qui peut prendre possession de nos émotions. Ça nous appartient, nos émotions. Mais la conscience, c'est le travail qu'on va faire sur cette matière brute qui est l'émotion. En fait, la nature émotionnelle fait en sorte qu'on crée le monde. On voit toujours le monde à travers nos émotions. Et plus j'en suis conscient,
plus j'accède à une forme de réalité. Mais on n'est jamais complètement dans la réalité. Il y a toujours notre filtre émotionnel qui fait que je regarde dans la direction de ce que j'ai besoin de voir et de ce que j'ai besoin d'aller chercher dans le monde. Je peins le monde avec ma palette émotionnelle continuellement. Plus j'en suis conscient, plus je fais une œuvre d'art. Moins j'en suis conscient, plus je barbouille le monde avec mes émotions. Donc je crée le monde et plus j'en prends conscience, plus je peux agir à ce moment-là sur l'émotion et prendre conscience de ce qui se passe. Vous avez probablement déjà eu une perte amoureuse. Si ça donne que votre conjointe elle avait une voiture rouge, vous en voyez pas mal des voitures rouges suite à une relation, une rupture. Hein? Ce qui nous fait dire que quand je vis une peine, quand je suis aux prises avec une émotion, je vais voir dans la réalité ce qui va coller à ça, ce qui va coller à cette blessure-là. C'est inouï le nombre de voitures rouges qu'on voit lorsqu'on a perdu quelqu'un qui a une voiture rouge. Ça m'est jamais arrivé, hein, mais un exemple parmi d'autres. Donc, connaître son monde émotionnel, c'est justement voir comment je crée, et surtout en période de blessure. Surtout quand je suis en période de blessure, je vais voir dans la réalité, je vais projeter dans la réalité cette nature émotionnelle. Un des éléments clés pour aider la conscience émotionnelle, c'est de surveiller les jugements que l'on fait à nos émotions. Parce que la première chose qu'on fait quand on est aux prises avec une émotion, c'est de juger. Hein? On a tendance surtout dans une société de confort. Pourquoi je parle beaucoup de l'informatisation puis de la technologisation, c'est qu'on a beaucoup de valeurs de confort et on a beaucoup de valeurs de productivité extrême, même en psychologie. Il faut s'exprimer parfaitement, il faut communiquer parfaitement, il faut être parfait à la limite. Si on écoute le discours qui est derrière nous dans notre société, il faut être parfait. Donc, alors que l'émotion, ça ne travaille pas nécessairement avec la perfection. Ça travaille avec comment dire, Jung, ce qu'il disait là-dessus, c'est vaut mieux être complet que parfait. Est-ce que je suis complet par rapport à mes émotions? Est-ce que je fais le plus de place possible à mes émotions? Et ce qui va empêcher la place que je fais aux émotions, c'est le jugement. Si je juge l'émotion, je n'y fais pas de place. Donc, par rapport à la conscience émotionnelle, la possibilité de suspendre les jugements, c'est un élément qui peut nous aider à prendre conscience de ce qui se passe. Si je suis nerveux en début de conférence, puis je me dis, maudit, comment ça se fait que je suis nerveux? Puis je peux rester nerveux tout le long, puis vous n'aurez pas votre conférence. Puis je peux me dire que je suis donc pas capable, puis là je peux embarquer, puis je peux caler. Hein? Alors que oui, je suis nerveux, j'étais très nerveux avant la conférence de ce soir, mais je me suis dit, bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Puis en tout cas, jusqu'à date, ça va un petit peu mieux, je me sens un peu moins nerveux. Donc, le jugement que je fais à mes émotions. Une autre possibilité aussi, c'est d'aller chercher le plus d'informations possible avec les autres canaux. La vue, l'ouïe, l'odorat. Prendre conscience de plus d'informations possibles dans un environnement permet d'agrandir la conscience émotionnelle de ce qui se passe. Je pense qu'il y a une expression qui dit « quand j'ai un marteau dans les mains, je vois des clous partout hein, ». Quand je suis aux prises avec une émotion, je vais voir. Alors, est-ce que je peux aller voir quelque chose d'autre que ce qui colle à mon marteau? Alors, à élargir la perception de la situation. Conscience émotionnelle. Un autre élément aussi, toujours dans cette dimension-là, de la dimension intrapersonnelle, c'est la perception et l'évaluation de soi qui est directement liée au jugement. C'est de voir comment je m'évalue, moi. Comment je me juge, moi, comme personne. Et plus souvent qu'autrement, on a tendance à se juger sur des choses extérieures à soi. Mon travail, mes qualités physiques, mon estime de soi. Souvent, ma perception et mon évaluation de moi, je la fais souvent à l'extérieur. Donc, à partir de choses qui sont à l'extérieur. Donc, inévitablement, je vais travailler fort pour avoir, puis on parlait de l'argent tout à l'heure, bon, pour être aimé, il va falloir que j'aille de l'argent, il va falloir que j'ai un nez comme ça, il va falloir que je me fasse monter le visage. Toujours chercher, pour avoir une bonne perception de moi, il faut que je fasse des affaires. Alors que si on a ce rapport-là à soi au niveau d'une évaluation uniquement à ce niveau-là, ça fait qu'on est toujours insatisfait de soi. Et je pense que ça, aujourd'hui, l'estime de soi dans le type de société dans lequel on vit, puis c'est pas juste personnel, c'est au niveau social aussi, c'est quand même des choses les plus difficiles, d'avoir un regard sur soi juste, d'avoir une perception de soi qui est juste. C'est quand même une des choses les plus difficiles. On est toujours porté à vouloir se changer, hein, vouloir se transformer, vouloir changer qui on est pour correspondre à ce que l'autre veut. Moi, j'ai un client qui m'est arrivé en thérapie récemment qui me disait... Il arrive là en thérapie, il dit là, j'ai tout fait pour qu'elle m'aime. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il a tout fait
pour qu'il l'aime. Mais jusqu'où on va aller pour s'étouffer, puis piler sur qui on est. Donc, cette difficulté de se percevoir réellement, cette difficulté de se décoller, juste notre profession aussi. Hein. Et ça, dans la pensée de Jung, on a le concept de persona, qui est notre masque social. On s'identifie facilement à notre masque social pour nous évaluer, pour avoir une perception de soi. Quand on perd notre travail, on n'est plus rien. Mais c'est sûr que c'est une expérience qui est pénible, mais est-ce que ma valeur, est-ce que ma façon de me percevoir change parce que j'ai ou j'ai pas un emploi? C'est le genre de questions-là qu'il faut se poser par rapport à la perception et comment je m'évalue, moi, comme personne. Il faut voir aussi qu'on est dans une culture, aussi qu'on pourrait dire une culture narcissique. Et qu'est-ce que c'est la culture narcissique? C'est une culture où on cherche de façon effrénée le regard de l'autre pour exister. On est dans une culture où on a besoin du regard de l'autre pour exister. On travaille fort pour avoir le regard de l'autre. Je n'ai pas la diapositive ici, mais j'avais une très très belle image où on voyait un petit enfant qui sort, qui fait ses premiers pas et qui s'écrie à ses parents « Je marche ». Alors, tu vois le petit bébé qui crie « Je marche », puis tu as les deux parents qui sont devant la TV, qui ne regardent pas l'enfant qui est en train de faire ses réalisations. Donc, qu'est-ce qu'il fait après l'enfant? Il va chercher continuellement un regard pour exister. Donc, cette quête du regard de l'autre pour avoir une perception de soi juste et une évaluation de soi juste. Donc, ça fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment je peux travailler cette perception-là que j'ai de moi, sur quoi je base ma perception et mon évaluation de moi-même. Aussi connaître ses intentions aussi. Quelles sont mes intentions par rapport à moi-même? Est-ce que je suis en train, puis ça je pense que c'est une question qu'on doit se poser régulièrement, est-ce que je suis en train de faire vraiment ce que je veux faire dans la vie? C'est une question qu'on doit se poser régulièrement. Donc, perception, évaluation de soi. Maîtrise de soi. Et ça, c'est pour Goleman, je m'inspire de Goleman. Goleman en parle beaucoup de la maîtrise de soi. Il va parler dans son livre, puis en référence à Scott Peck, probablement vous avez déjà lu Scott Peck, hein, le petit test des marshmallows. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Hein, c'est la recherche sur les marshmallows. On a fait une étude avec des enfants. On s'est rendu compte que les enfants, dans un groupe d'enfants donné, on leur donne un marshmallow, une guimauve tout de suite, ou on leur en donne 2 dans 1 heure. Les enfants qui prennent tout de suite la guimauve, puis qui vont la manger, ces enfants-là, par rapport à l'autre groupe qui vont attendre 1 heure pour avoir leurs 2 guimauves, sont désavantagés au niveau des résultats scolaires, au niveau de la réussite scolaire. Ce petit test de marshmallow-là nous permet d'inférer sur la réussite scolaire. L'enfant qui est capable de contenir ses émotions pour justement dire, bon, dans 1 heure, je vais en avoir 2. Ça serait le fun d'en avoir une tout de suite, mais dans 1 heure, je vais en avoir 2. Les enfants qui ont cette capacité-là, qui peuvent justement se maîtriser dans une certaine mesure, ont plus de chances de réussir. Alors ça, c'est un élément intéressant, parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, hein, on est dans la société de payer tout... Non, pas payer tout de suite. Ça serait... Non, c'est ça. Acheter tout de suite, puis payer dans 6 mois. Hein. Réglez votre complexe d'Édipe aujourd'hui, puis payer dans 3 mois. Donc, hein, en fait, ce que je veux souligner ici, c'est le rapport au temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se poser par rapport à cette incapacité de tolérer la frustration, cette incapacité de contenir. Et ça, c'est au cœur de l'intelligence émotionnelle, la capacité de contenir un désir pour avoir quelque chose de mieux plus tard. Mais dans une société de confort, on n'aime pas ça. On veut tout de suite avoir le confort tout de suite. On n'aime pas le chaos, on n'aime pas l'inconfort. Mais si on arrive à développer cette capacité d'attendre, de retarder les satisfactions, Scott Peck utilisait le mot « retarder les satisfactions », ça peut jouer en notre faveur, ça peut nous aider à nous adapter justement à notre monde émotionnel. Et surtout, ça contribue à créer un contenant émotionnel, ce qu'on a de la difficulté à avoir. Donc, cette capacité de créer un contenant. Et ça, c'est très très lié à la perception du temps. Alors, vous savez, les compagnies autistes, les compagnies d'assurance, pas d'assurance, quel lapsus, les compagnies d'ascenseurs autistes ont fait des recherches dans les années... Non, c'est vrai, ça je tire ça dans Faster de James Gleick. Les recherches, c'était dans les années 60, ou je ne sais pas quel était le point de référence. Attendre à un ascenseur équivalait au temps à peu près réel. Mais aujourd'hui, on a refait
l'expérience. Et quand un groupe de personnes attendent 5 minutes l'ascenseur, 5 minutes, on leur demande combien de temps vous avez attendu l'ascenseur, on ne leur donne pas de montre. Le double. Ils ont l'impression d'avoir attendu 10 minutes. Alors, la perception du temps, elle est distordue. J'attends 5 minutes, mais je suis tellement habitué d'avoir les choses vite que j'ai l'impression que ça m'a pris 10 minutes pour avoir ce que je voulais. Dans le temps, Washington, je pense que c'est Washington ou... non, c'est Lincoln. Quand Lincoln s'est fait assassiner, pour avoir l'information, ça l'a pris 1 semaine avant de se rendre à New York. Aujourd'hui, c'est même plus, c'est tout de suite, hein, on le sait tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça conditionne notre rapport au temps pour avoir tout de suite. Et ça atrophie quelque part cette capacité de contenir l'émotion. Alors, je pense qu'il faut réfléchir à cette capacité, de développer cette capacité de contenir, parce que la société ne nous aide pas nécessairement à contenir notre nature émotionnelle. Par rapport aux émotions, les émotions qui nous causent le plus de problèmes, lorsqu'on parle de maîtrise de soi, j'aime bien justement travailler avec le temps quand j'aborde la question des émotions. Lorsqu'on est anxieux, généralement, lorsqu'on est anxieux, la première émotion que je vais parler en termes de gestion, c'est celle de la peur. Quand on a peur, demandez-vous où vous êtes sur l'échelle de temps lorsque vous avez peur, et plus souvent qu'autrement, vous êtes demain, après-demain ou après-demain ou après-après-demain. L'anxiété, la peur nous place sur l'échelle de temps toujours en avant, toujours dans le futur. On ne peut pas faire grand-chose sur ce qui va arriver demain. L'expression que j'utilise souvent pour les gens qui arrivent comme ça en état d'anxiété, c'est la personne, elle sait qu'il va pleuvoir, puis elle s'évertue à vouloir tasser les nuages. Elle peut travailler très fort pour vouloir tasser les nuages. Puis là, je vais les tasser les nuages, puis là, je vais les tasser comme ça, je vais éviter la pluie. Puis si j'arrive à tasser tous les nuages, puis c'est pas évident de tasser les nuages, si j'arrive à tasser tous les nuages, il ne pleuvra pas. Alors que si elle revient dans le moment présent, quand il va pleuvoir, tout ce qu'elle a à faire, c'est sortir un parapluie. Mais on perd de vue justement ce parapluie. On veut appréhender et dire, ben oui, mais là, d'un coup qu'il pleut, qu'est-ce que je... Puis là, vouloir tout éviter, tout faire pour éviter donc d'être projeté à l'avant, donc de vouloir trop aller dans l'avant, alors que si on reste dans le moment présent, j'utilise un parapluie. Si je n'ai pas de parapluie, ben je vais m'en chercher un. Lorsque ça va arriver, je vais faire face à cette situation-là. Donc l'anxiété nous amène dans l'échelle du temps généralement beaucoup plus à l'avant. Et un autre exemple aussi, comment se construit l'anxiété, c'est inévitable, hein? Je pense qu'il faut revenir à la base, une chance qu'on a peur. Si on n'avait pas peur, là, on ne pourrait pas vivre, dans le sens que la peur nous protège. Hein? Si on veut comprendre, je parlais tantôt des 100 millions d'années de notre cerveau reptilien. Vous savez, dans le temps des mammouths, quand on voyait un mammouth, là, c'était préférable qu'on ait peur. Parce que la peur, qu'est-ce qu'elle fait? La peur sécrète des substances, notamment à 2 niveaux. Elle va sécréter des substances au niveau de la catécholamine. La catécholamine, c'est celle qui va nous permettre d'agir. Dans le cas du mammouth, c'est préférable de ne pas agir. Dans le cas du mammouth, c'est plutôt un autre type, c'est la cortisol, qui est plutôt liée à la fuite. Lorsqu'on est en présence de ce type d'émotion, et comme l'émotion à 2 niveaux, lorsqu'on est dans un stress négatif qui sécrète de la cortisol, le sang, l'influx de sang va plutôt dans les jambes pour inciter à la fuite. C'est très pratique devant un mammouth de fuir. Mais est-ce qu'en face de moi, j'ai réellement un mammouth? Ça, c'est une deuxième question, parce qu'on a une belle capacité de créer. Hein? Je parlais tout à l'heure que notre nature émotionnelle nous permet de créer. À comparer de Spielberg, parfois, on dépense la capacité de créer des drames. On est très, très bon là-dedans. Donc, de transformer notre boss en mammouth, on peut arriver à le faire assez facilement. Donc, cette peur-là à la base, puis dans le temps des mammouths, c'est très, très préférable de fuir. L'autre type d'anxiété, c'est l'anxiété qui nous permet d'agir, c'est-à-dire de faire face à la situation. C'est par exemple le trac du comédien qui va servir de son anxiété pour foncer, pour attaquer. Une autre façon aussi de voir comment se développe par rapport au temps, je veux revenir par rapport au temps et l'anxiété, comment se construit, c'est un peu l'image que j'ai, c'est le petit enfant qui apprend à conduire à bicyclette. Et puis, il arrive à parcourir un certain nombre de kilomètres et puis il est très très fier. Puis il va se présenter devant son père ou sa mère, puis il lui dit « Regarde, papa, j'ai réussi à faire 10 km à bicyclette, j'avais jamais réussi ça. Puis j'ai réussi à le faire, mettons, en 2 heures. » Puis là, le père lui dit « Quoi? T'as pas pensé? T'aurais pu tomber? T'as pas pensé qu'il y avait des trous sur le chemin? Mais t'as pas pensé qu'il y avait des branches d'arbres sur le chemin que t'as utilisé? » Alors que l'enfant arrive pour exprimer une satisfaction, tout de suite on l'aiguillonne sur
T'as-tu pensé à ce qui aurait pu arriver? T'as-tu pensé? Alors, c'est très subtil ce mécanisme de l'anxiété qui nous est induit. Et souvent, qu'est-ce qu'on peut faire sur la peur de ma mère ou la peur de mon père qui a passé à travers moi? Souvent, c'est de nommer puis justement de voir que c'est pas ma peur, c'est la peur qui m'a été transmise. Donc, l'appréhension. Hein? Puis ce qui est dit là, c'est ça. T'as-tu pensé, il aurait pu arriver, il aurait pu. Puis après ça, c'est vrai. On se dit, ben oui, c'est vrai, il aurait pu arriver, il aurait pu. Donc, par rapport à l'anxiété, on est dans le futur, on est facilement poussé dans ce qui pourrait arriver. Et là, on perd de vue que si jamais ça arrive réellement, là, la pluie en question, là, je vais sortir mon parapluie. Donc, avoir confiance. Donc, premier élément, l'anxiété, la peur. Une autre émotion qui n'est pas évidente à gérer, puis surtout dans notre culture. Surtout dans notre culture. Et là, c'est important de faire souligner la dimension culturelle. C'est la peur, pas la peur, c'est la dépression, c'est la peine, c'est la tristesse. Est-ce qu'on se permet la peine, la tristesse, la dépression aujourd'hui? Pas beaucoup. On ne se permet pas l'arrêt. Et ce qu'il faut voir, autant je parlais de la peur comme étant une façon d'éviter les mammouths, autant la peur, la peine, la tristesse a une fonction. Lorsque je pleure, les larmes qui sont sécrétées permettent à mon cerveau de se régénérer. Il y a une fonction aux larmes qui est présente. Il y a une belle image qui dit « l'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel si les yeux n'avaient pas de larmes ». C'est une belle expression pour parler de faire une place à la peine, faire une place à la dépression. Puis bon, je ne suis pas très populaire comme psychologue lorsque j'encourage la dépression, mais sans dire que je l'encourage, j'encourage la possibilité de faire une place à la dépression. Parce que dans notre culture, on a tendance, aussitôt qu'on a de la peine, tout de suite on veut faire quelque chose, comme si ça ne devait pas exister, ça, la peine, comme si la tristesse ne devait pas exister. Alors que oui, elle fait partie de la vie émotive et qu'elle doit exister, elle doit avoir une place. Et dans d'autres cultures, ils se permettent cette possibilité d'avoir de la dépression, d'avoir de la peine, de la tristesse. C'est chez les Polynésiens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, les Polynésiens ont une belle expression qui s'appelle le fiu. Je suis allé là récemment et puis à un moment donné, j'étais hébergé dans une chambre d'hôtel et puis je vais voir l'homme à la fin de mon séjour. Puis je lui dis, finalement, je trouve, bon, c'était une belle chambre, mais ça me coûtait un petit peu trop cher, alors je voulais aller prendre une chambre qui était un peu moins dispendieuse. Alors je lui dis ça. Et là, il entre dans le fiu, le fameux fiu. Le fiu, c'est un petit état de déprime, un petit état de tristesse. Et ça, les Polynésiens, quand ils sont fiu, il ne faut pas lui parler, il faut les laisser dans le coin, les laisser être fiu. C'est un aspect du fiu. L'autre aspect du fiu, et c'est intéressant de voir comment le fiu est intégré dans leur culture, c'est lorsque certaines personnes sont fiu, ils vont téléphoner le lundi matin et puis ils vont dire à leur boss « Je suis fiu, je ne rentre pas travailler. » Ben, ça fait partie de la culture, alors c'est admis, Mais imaginez-vous de lundi téléphoner à votre boss puis « Je suis fiu, je rentre pas. » C'est pas... Bon, c'est quelque chose de culturel. Mais c'est intéressant de regarder que dans cette culture-là, le fiu, la déprime, elle est permise. C'est permis que tu déprimes, puis si t'es fiu, bon, ok, tu ne rentres pas travailler. Je trouve que c'est une belle façon de voir la dépression, être fiu. Mais encore là, il faut nuancer, parce qu'il y a la dépression endogamique ou la dépression qui est liée vraiment à un dysfonctionnement hormonal. Là, il faut voir, il faut mesurer les niveaux de dépression. Mais la dépression, qu'est-ce que c'est sa fonction à la base? C'est de s'arrêter. La dépression permet de s'arrêter. La dépression professionnelle, le burn-out, je dois m'arrêter, là, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que je m'arrête et il faut que je fasse le point. Est-ce que je me permets d'arrêter? Ça, c'est une question, mais c'est un appel à s'arrêter, c'est un appel à justement prendre conscience de ce qui est là. Par rapport au temps, lorsqu'une déprime va se maintenir, c'est généralement parce qu'on est dans le passé. Ah, que c'était donc beau dans le temps, j'avais quelque chose. C'est souvent lié à une perte, la déprime, qui se chronicise, ou c'est-à-dire qui va rester tenace. C'est qu'à ce moment-là, ma réalité présente, je ne l'aime pas, je vais rêver à comment c'était donc intéressant quand j'avais telle chose. Alors, quand on est déprimé, on peut se poser la question sur l'échelle du temps, où est-ce qu'on est? Et souvent, on est dans le passé. Autant l'anxiété, c'est qu'est-ce qui va arriver, autant la déprime, c'est le passé. Comme je ne peux pas contrôler ce qui arrive là, je vais contrôler mon voyage dans le temps, je vais faire un voyage dans le temps, puis je vais m'installer dans « Ah oui, quand j'avais cette personne-là dans ma vie, ah oui, quand j'avais ce travail-là. » Et là mais on ne peut rien faire pour le passé. Mais il y a quelque chose qui peut s'installer, et dans le cas
dans les cas plus graves de dépression, c'est la mélancolie qui va s'installer. Victor Hugo disait de la mélancolie que c'est le bonheur d'être triste. Hein? C'est que là, on ressort. Puis là. Mais là, on n'est pas dans le présent. On n'est pas dans le présent, on est dans une dimension passée. Et par rapport à l'adaptation que je mentionnais tout à l'heure, c'est justement de revenir, qu'est-ce qui est là présentement? Je l'ai perdu, ok, oui, je l'ai perdu, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Vers où je vais me diriger? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai perdu? Une métaphore aussi que j'utilise beaucoup par rapport à ces états-là, c'est, imaginons que vous êtes en Angleterre et que vous avez appris à conduire à gauche. Hein, c'est comme ça en Angleterre qu'ils conduisent, hein, c'est en gauche. Puis là, vous avez vos livres anglais, tout ça, puis vous fonctionnez très bien. Puis là, on vous dit, là, non, ça ne sera plus possible là, de fonctionner en Angleterre. Il faut aller en France, il faut aller de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui arrive de l'autre côté? On peut s'asseoir sur le banc et dire que c'était donc plaisant quand je conduisais à gauche. Puis on peut se dire, oui, il faut qu'on conduise à gauche. Et puis là, se mettre à aller déplacer toutes les pancartes en France. Puis dire, là, la réalité, il faut qu'on conduise à gauche. Et puis là, tout prévenir, ça en fait du monde à prévenir. Vouloir changer les lois, parce que c'était donc dans le temps. La réalité concrète, aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on doit conduire à droite, c'est que, donc, m'adapter à ce qui est là. Donc, revenir dans le temps présent, et je peux agir uniquement dans le temps présent. Alors, quelques repères, justement, pour parler, parce que c'est deux grandes émotions, donc l'anxiété, la peur et la dépression, et de la situer dans le rapport au temps. La colère qui est une émotion, puis généralement dans les conférences sur l'intelligence émotionnelle, c'est les questions qui vont surgir, ça ne m'étonnerait pas, ces genres de questions. On me dit toujours qu'est-ce que je fais avec la colère. Ben, je vous le dis tout, je ne le sais pas. Je sais juste qu'il peut y avoir des chemins à la colère qui peut être important puis intéressant de regarder. Et je pense qu'un des pires chemins de la colère aujourd'hui, parce que la colère, c'est probablement un des sentiments qu'on se permet le moins aussi avec la tristesse, c'est l'indifférence. Un chemin sournois de la colère, souvent, va prendre le chemin de l'indifférence, lorsque je suis indifférent à quelqu'un. C'est sûr que dans le cas où je dois couper avec la personne, l'indifférence est utile. Mais je pense qu'aujourd'hui, la pire forme de colère, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est un peu comme une colère blanche. On est en maudit après la personne, mais on ne parle pas, surtout en couple. Hein, c'est une façon... C'est un peu le boudage. Hein, il y a un livre qui a été publié sur « Arrête de bouder ». Une façon bien subtile de passer sa colère. Comment je passe ma colère? Donc, c'est une des émotions qui est la plus difficile. On peut dire que c'est vraiment une des émotions qui est la plus difficile à contrôler. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis en colère envers la personne en ce moment? Parce que généralement, quand je suis en colère, c'est pas la bonne personne. Je suis en colère contre mon boss ou je suis en colère contre bien d'autres personnes que la personne qui est en face de moi. C'est très difficile d'être au fur et à mesure en contact avec cette émotion-là. La façon créative de contenir sa colère, ou à tout le moins de gérer sa colère, c'est l'assertion, qui est une autre facette de l'intelligence émotionnelle. C'est l'assertion, dans le fond, c'est s'affirmer, mais en tenant compte de la réaction de l'autre. Et ça, Thomas Dansbourg, avec Cessez d'être gentil, soyez vrai, toute la démarche qu'il fait avec la communication non violente, il y a des chemins intéressants qui sont faits là-dedans, tenir compte du besoin de l'autre ou tenir compte de l'autre dans la communication. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et l'assertion vise ça. Oui, je l'exprime ma colère, oui, je l'exprime ma frustration, mais je tiens compte de l'autre. Parce que ça peut être bien facile de dire, oui, on va l'exprimer la colère, puis je m'en fous du monde, moi j'exprime ma colère, puis là, tu le prendras comme tu le prendras. Souvent, j'ai ça, les gens ils viennent en thérapie puis ils me disent « Monsieur, j'étais très timide avant, j'exprimais pas ma colère, puis j'avais pas d'amis, mais j'étais pas capable de me faire des amis. Puis là, j'exprime ma colère, mais là, il n'y a plus personne qui veut me parler. Parce que là, j'envoie promener tout le monde, alors je tiens pas compte de l'autre. Alors l'assertion, c'est oui, s'affirmer, mais aussi tenir compte de la réalité de l'autre. Alors l'assertion, qui est aussi un autre aspect de l'intelligence intrapersonnelle. Un autre élément aussi que Goleman va souligner aussi dans l'intelligence émotionnelle, c'est l'actualisation de soi. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de vivre ma vie? Est-ce que je suis en train, quand je parlais des chevaux tout à l'heure, est-ce que je vais dans la direction qui est ma direction propre? Est-ce que je suis mon chemin? En lien avec la légende personnelle de Coelho, est-ce que je suis en train de réaliser ma légende personnelle? Est-ce que je suis en train de m'actualiser dans le projet de vie que je veux? Et ça, il y a plusieurs façons. Moi, puis c'est ça que je travaille actuellement, puis je vous lance l'invitation, si jamais vous avez des exemples. Je suis en train de travailler, pas encore de façon assez sérieuse, mais ça devrait le devenir, sur les coïncidences qui nous aident à trouver notre chemin, qui nous aident à trouver notre place
à trouver le travail ou à trouver notre occupation, à trouver notre légende ou notre mythe personnel d'une certaine façon. Parce qu'il arrive des rencontres, justement, et avec l'intuition, on peut reconnaître ce que j'appelle des points de bifurcation. Dans le chemin où on s'actualise, il arrive ces moments clés, ces rencontres clés, ces rendez-vous. Parce que pour faire simple, la synchronicité, c'est quoi? C'est la science des rendez-vous. C'est un rendez-vous avec moi-même par le biais d'une telle rencontre. Mais je peux refuser ou accepter le rendez-vous qui est convié à moi-même. Et je peux, d'une certaine façon, m'éloigner de l'actualisation de ma personne. Mais je suis porté à penser que dans le cheminement pour trouver notre place, puis actualiser notre place, puis sur notre chemin, avec le cocher, il y a de temps en temps des repères qui nous sont donnés pour justement nous aider à trouver notre chemin. Mais ça, c'est au stade exploratoire. Donc, possiblement un prochain livre là-dessus. Jusqu'à date, est-ce que ça va? C'est pas trop compliqué, il est plus tard que tantôt. Juste avoir une idée de l'heure, parce que là, je juste me situe un peu. 9h moins 25? Oui. OK. J'ai commencé à quelle heure? 8h moins 20, ça fait 1 heure. Okay. Deuxième section de l'intelligence émotionnelle, c'est les compétences interpersonnelles. C'est le deuxième mouvement, c'est le deuxième aspect de l'intelligence émotionnelle. Alors, on ne peut pas parler d'intelligence émotionnelle sans parler du rapport à l'autre. Et je pense que c'est un des défis aujourd'hui, le rapport à l'autre. Toute la question du rapport à l'autre. On est un nœud de relation. On est toujours continuellement en relation. Juste imaginer le nombre de personnes qui ont contribué, par exemple, à mes vêtements ou à qui je suis aujourd'hui. C'est inouï le nombre de personnes qui ont contribué à qui je suis actuellement. Et comment cette salle-là a été organisée par les gens qui l'ont construite. On est un nœud de relation, justement, ensemble. Et plus on prend conscience de cette interdépendance, plus on se laisse toucher par l'interdépendance avec les autres. Mais il y a peut-être une réaction qu'on peut avoir tendance à avoir, c'est justement en réalisant que je dépends des autres, vivre dans de la contre-dépendance. Et c'est de voir comment je peux nier ce besoin de dépendance. Juste le mot dépendance, là, ça sonne quoi? On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, dépendance. Il y a un jugement qui est là, derrière ce mot-là, dépendance. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que je dépends des autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à valoriser beaucoup nos petits moi individuels. On va être capable de tout faire sans l'autre. Moi, je n'ai pas besoin de l'autre, je vais faire mes affaires. Non, ça, c'est l'individualisme. Dans les travaux de Jung, il y a un concept bien intéressant pour parler de cette interdépendance avec l'autre, qui est le processus d'individuation. Le processus d'individuation, c'est le processus dans lequel on devient nous-mêmes, mais justement en lien avec une interaction avec l'univers. C'est pas d'être séparé, mais d'être nous-mêmes dans le monde. Parce que ça peut être très facile d'être nous-mêmes à l'extérieur du monde. Puis c'est l'individualisme. Je dépends de personne. Puis je pense à moi, puis je pense à moi. Mais non, je pense que c'est un des défis de la psychologie, puis ça, je pense Hillman aussi contribue à ce développement-là, je pense, c'est de prendre en considération aussi l'autre, la réalité de l'autre. Et que, ce qu'il dit, Hillman, il dit, ça fait 100 ans que la psychothérapie existe. Est-ce que ça va mieux dans le monde? Pas nécessairement. Puis parfois, je me fais très, très critique par rapport à ma profession. Vouloir juste se centrer sur soi-même, c'est peut-être pas toujours la piste à suivre. Il y a la réalité de l'autre. La réalité de l'autre qui me dérange. C'est dérangeant un autre, surtout quand on le laisse être autre. Donc, cette capacité, et là j'arrive à une capacité, en fait, dans l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité d'empathie.